Oui, bonjour, bienvenue aux Chroniques des Maisons. On est le 23 avril 2022. Donc c'est une émission enregistrée en direct des maisons d'hébergement solidaire à Saint-Nazaire. Rapidement, du coup, les maisons, c'est un lieu occupé pour faire de l'hébergement solidaire, social, qui a été ouvert à Saint-Nazaire il y a un an par le collectif Urgence Sociale. Et du coup, on avait déjà fait une émission sur ce sujet il y a un an. Actuellement, on est dans une dynamique où il y a un procès qui est intenté par la mairie de Saint-Nazaire contre les maisons d'hébergement solidaire qui va avoir lieu le 27 avril. Et du coup, on revient rapidement, dans le courant de l'émission, là, un petit peu sur tout ce qui va être un petit peu ce qui a été fait pendant cette année, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. Et on va venir dans un second temps sur la partie plutôt ce qui va se passer le 27 avril, ce qui se passe au niveau du tribunal, là où on en est au niveau judiciaire et les enjeux du coup d'une expulsion des maisons, ce que ça provoquerait et des conséquences possibles du passage au tribunal. Donc pour cette première partie là sur un petit peu bilan, fonctionnement, présentation des maisons, je suis avec Christelle, Angélique, Béa et Rabeb. Donc bonjour. 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 Et on va faire ensemble une petite présentation, un petit bilan, un petit peu dire tout ce qui s'est passé, toute cette aventure à laquelle on a participé là pendant un an dans ce lieu collectif. Donc peut-être est-ce que l'une d'entre vous peut nous présenter rapidement peut-être les maisons et nous rappeler ce qui s'est un petit peu l'ouverture, qu'est-ce qui s'est passé, c'était la genèse un petit peu de cette occupation. Bon, c'est Rabeb. J'étais hébergée ici depuis le mois de septembre de l'année dernière. Et dès qu'on est arrivé, franchement, avec ma famille, mon mari, mes 3 petits-enfants, on a traversé la mer avec un bateau pneumatique. On est arrivé en Italie et puis on a passé en France avec le bus et tout. Et dès qu'on est arrivé, franchement, on n'a pas trouvé un logement. Je croyais que c'est trop facile, c'est la France et tout, mais voilà. On est resté dans la rue, devant l'hôpital, à la plage, partout. On est resté au parc. Les temps où il y a une dame, elle m'a ramenée, elle m'a dit, voilà, il y a une maison d'hébergement d'urgence, je vais vous ramener là-bas. Franchement, dès qu'on est arrivé, ils ont ouvert leurs bras pour nous, pour mes enfants. Et ils ont nous donné une chambre. Et c'est vrai, c'est une petite chambre, on est 5 là-dedans. Mais franchement, on n'a jamais pensé pour la nourriture. Quand il fait froid, il y a tout dans cette petite chambre. Ils sont très gentils avec nous. Ils ont mis suivi pour voir une assistante sociale. Du coup, ils ont me ramené à l'hôpital puisque ma fille, quand elle a tombé malade, et moi, je connais rien. Et les gens ici, ils ont m'aidé beaucoup de choses à faire. Et puis... je sais pas quoi dire aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Rabeb? Hier, ils ont m'appelé le 115 et ça fait presque un an que j'appelle. Et voilà, ils ont me proposé d'aller dans un hôtel. Et on est très contents, même les bénévoles ici, ils sont très contents pour moi et tout, pour ma famille. Du coup, ils ont me ramené à l'hôtel hier soir et c'était très bien. On est très contents. Ça me fait trop mal au cœur que j'ai laissé les bénévoles ici parce que j'ai trouvé une belle famille. J'ai trouvé que le sentiment bien. Et même mes enfants, ils sont trop pleurés hier parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont pensé... tout le monde ici, il y a 2 autres enfants qui ont joué ensemble et tout. Et
Et ça fait mal au cœur que je vais quitter ici, mais quand même, je vais venir chaque jour. Je vais venir de temps en temps avec le petit pour jouer dans le jardin et tout. Et Tu voilà. vas devenir une bénévole. Ouais, je vais venir une collectif. bénévole. Voilà, ouais, avec grand plaisir. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, pour les gens qui sont dans la rue, c'est très bien. Ils sont très gentils, ils leur donnent le manger, le ticket de bus, ils le suivaient socialement. Et franchement, c'est bien. C'est bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Si je suis avec mes papiers, je fais comme vous. Hein. Ouais. Moi, j'ajoute. J'avais une question juste pour Rabeb. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu rapidement comment ça se passe ici en fait, c'est comment fonctionnent les maisons et en fait qui est-ce qui est hébergé, enfin la vie ici comment ça s'organise un petit peu, tu vois, enfin comment c'est la vie Chaque jour, quotidienne. on se lève le matin, on prend le petit, on prend le bus. Je prends 2 bus pour aller à l'école, pour amener le petit. Et ils ont m'aidé aussi parce que puisque c'est loin de l'école, ils ont mis le petit à la cantine. Ils ont payé plusieurs fois ça aussi. Et que je rentre ici à midi, je fais le manger pour les petits. Et leur père, ils les cherchent le soir vers 4h30. Ils le ramènent, ils mangent, ils jouent dans le jardin, ils jouent avec l'ordinateur. Et puis voilà, c'est Collectivement, comment ça se passe? très bien. Et ça, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Il y a tu sens que tu es avec 2 frères et 2 sœurs. Tu vois, même tu as des problèmes ou quelque chose, tu parles... j'appelle Christelle, Angélique, Béa, j'appelle Jo, tu vois. Toujours, même, des fois, ils ne sont pas à la maison, ils viennent tout de suite. Et ils m'écoutent, qu'est-ce qui se passe, Rabeb, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un problème ou quelque chose, ils m'aident de le faire avec moi. Et s'il manque quelque chose, déjà, même s'il ne vient pas, par exemple, Christelle elle passe pas pendant la journée, elle m'appelle le soir. Est-ce que ça va, Rabeb, vous êtes tranquille, vous êtes bien, est-ce que tous les hébergés sont bien, est-ce qu'il manque quelque chose à la cuisine ou bien, tu vois, c'est... Ouais, les respects aussi, ils respectent beaucoup les gens qui viennent. Même les gens qui sont partis. C'est que je remarquais, il y a des gens qui sont avant nous, ils ont parti, mais toujours ils viennent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ailleurs? C'est pas mieux qu'ici. Vous voyez, c'est juste un logement et tout, c'est bien avec le petit. Mais franchement, c'est comme quelqu'un, il est un peu loin de sa famille qu'il a trouvé, qu'ils ont ouvert leurs portes pour eux. Ouais. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est l'aspect, de la même manière que Rabeb, elle a été hébergée ici, et elle est passée, entre guillemets, comment dire, faut savoir que voilà, tous les hébergés qui sont ici, ils se répartissent les tâches. Il y a la gestion du ménage, la gestion de trier de la bouffe qui arrive. On partage tout ça. Voilà. Ouais. Et donc, il y a une gestion des tâches qui est organisée en fonction des hébergés. Pendant longtemps, les bénévoles ont fait des veilles la nuit pour qu'il y ait toujours des personnes présentes en plus des hébergés. Oui. Et ces veilles, depuis pas très longtemps, on a arrêté de les faire. Et il y a des personnes qui ont été hébergées ici et qui, quand ils ont pu accéder à leur logement, parce qu'on les a accompagnés pour qu'ils puissent accéder à leur logement, et on a même dû, pour certaines familles, faire des rassemblements, puisque la loi prévoyait qu'ils aient des appartements, parce que, par exemple, c'est des personnes réfugiées, la loi prévoit qu'il y a un contingentement d'appartements qui doit se faire. L'État ne remplissant pas ses obligations, il a fallu faire des rassemblements pour certaines familles devant le conseil municipal. Enfin, il a fallu faire des petites manifs pour que la loi soit appliquée, ce qu'elle a été. Et on a eu l'exemple d'une famille syrienne qui est passée ici et dont le père, après avoir accédé à son logement, revenait une fois par semaine participer aux veilles de nuit. Et donc voilà, on voit que cette gestion collective, elle a... Après, bon, c'est jamais tout beau, tout rose, c'est toujours difficile, mais... grosso modo, il y a quelque chose qui a fonctionné, puisque en 15 mois, aujourd'hui,
de fonctionnement. On n'a jamais eu de problème, enfin je veux dire, je sais pas, d'accidents, d'embrouilles graves, des choses comme ça. Ça s'est plutôt bien passé. Je voulais juste revenir sur l'histoire de la genèse, parce que si ces maisons, ils ont été ouvertes il y a un an, il y a 15 mois, c'est parce que quelques mois avant, en fait, nous, on est des gilets jaunes. Voilà, les personnes qui avons réquisitionné ces maisons sont des militants gilets jaunes qui avaient, au début du mouvement des gilets jaunes, réquisitionné, entre guillemets, occupé un ancien pôle emploi qui avait été une ancienne sous-préfecture ou je ne sais plus quoi, enfin bref, qui était devenue la première maison du peuple, qui au bout de quelques mois a été perdue, et donc on a pris une deuxième maison du peuple. Dans cette deuxième maison du peuple, on a fait aussi de l'hébergement de personnes sans domicile. Et quand on a perdu, donc après de nouveau au tribunal, cette deuxième maison du peuple, pendant quelques mois, des habitants de ces maisons se sont retrouvés à errer dans la rue, à essayer de survivre à travers des campements. C'était en plein hiver et les températures étaient négatives. Voilà. Donc la ville n'ouvrait même pas de gymnase à l'époque. Il a fallu que des assos se mobilisent pour qu'il y ait un gymnase. Enfin, ça a été toute une histoire. Et à partir de là, le mois de décembre donc 2021, de 2020, pardon, voilà, le mois de décembre 2020, ça devient pour les militants qu'on est insoutenable, insupportable. Et on voit qu'il y a des solutions qui existent puisqu'il y a des maisons vides. Et donc, puisque l'État n'a pas pris ses responsabilités, nous, ni la ville de Saint-Nazaire, eh bien, nous, on a pris les nôtres. Et on a réquisitionné ces deux maisons qui sont bien communs, qui sont un bien commun de la collectivité, puisque c'est des maisons qui ont été rachetées par la ville, donc elles n'appartiennent pas à monsieur le maire, mais elles appartiennent à la collectivité. Et donc ces maisons étaient abandonnées depuis des années, et on les a rénovées, on a fait des travaux dedans. Et voilà. Et il n'y a pas de projet dessus à court terme. Donc là, ils vont sûrement nous expulser. Il y a le procès mercredi. Il y a de très très fortes chances qu'on se fasse expulser, sans qu'il y ait quand même... Elles vont rester vides en fait. Après notre départ, elles vont rester vides. Elles vont être murées. Et du coup, Angélique, le collectif qui a fait cette réquisition, du coup, il est composé par qui c'est les bénévoles en fait qui sont dans ces maisons? Alors, c'est un groupe de gilets jaunes qui est composé de une dizaine de personnes qui aident les personnes hébergées ici à reprendre confiance en eux, à faire des documents administratifs pour qu'ils aient après un toit pour eux ou autre chose. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que donc nous, on a impulsé avec d'autres militants de Saint-Nazaire, notamment des militants syndicaux, politiques, associatifs, qui sont dans les associations du social. Et donc, on a impulsé la création d'un collectif qui s'appelle donc le collectif Urgence Sociale Plus Jamais Sans Toit, qui regroupe donc des gens qui appartenaient à différentes associations. Du coup, dans mes questions, j'avais cette envie de rappeler un petit peu l'hébergement, il a été réalisé pour quel type de... Enfin, c'est pas une question de type, mais quelle personne en fait? Enfin, comment c'est arrivé ça? Alors, à la base, normalement, on a commencé en urgence. Donc, c'était des hommes seuls ou des femmes seules. Après, on a ouvert accompagnés d'animaux. Accompagnés d'animaux. Et après, on a eu des familles. Donc, notre première famille était une famille syrienne, arrivée par une assistante sociale de l'EDS et une éducatrice de l'ADPS. Donc, c'était notre première famille. Et après, une fois qu'ils sont partis, on a une deuxième famille tunisienne et
comorienne. On peut ajouter qu'on fait nous on fait de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que en fait pendant longtemps, pendant plusieurs mois en fait, on ne faisait que, comme elle disait Angélique, que de l'accueil d'urgence, c'est-à-dire que tous les soirs de 18h à 20h, on était 2 ou 3 bénévoles devant la maison et de 18h à 20h, on organisait un accueil, c'est-à-dire il y avait à l'époque, entre 6 et 8 places dans les maisons d'hébergement. Et donc, toutes les nuits, on accueillait les gens qui se présentaient. Voilà, donc sans distinction. Donc, ça pouvait être tout type de personnes. Leur point commun étant, ils n'ont plus de domicile. Donc, après, ça va, comme tu dis, d'hommes seuls à des femmes. Enfin, peu de femmes seules au départ, puisque pour les femmes, c'est toujours plus compliqué. D'accéder à ce type de sortir de leur logement. Enfin, c'est toujours plus compliqué pour des femmes d'arriver à passer le pas. Je veux dire, nous, on représente aussi un squat de l'extérieur. Donc, l'image du squat, elle n'est pas non plus très valorisée dans l'esprit des gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivaient aussi avec des appréhensions. Et c'est pour ça qu'il y avait une forte équipe de bénévoles qui était là pour rassurer aussi les gens, prendre le temps avec les gens, et beaucoup de femmes que nous étions pour rassurer toutes les personnes qui arrivaient, donc parfois accompagnées d'animaux, puisque les personnes qui ont des animaux ne sont pas prises en charge au 115. Donc on s'est retrouvés pendant plusieurs mois à fonctionner comme ça, jusqu'à ce qu'on se dise à un moment donné que les situations pour certaines personnes de repartir tous les matins, enfin tous les jours à midi, de revenir le soir à 18h, ça devenait compliqué à force de rencontrer les gens. On a vu le besoin de stabilisation. Et c'est vrai que par exemple, la famille syrienne au début est arrivée en situation d'urgence. Donc pendant plusieurs semaines, ils repartaient tous les jours à midi d'ici avec leurs bagages. Et ils revenaient tous les soirs à 18h. Nous aussi, on a passé par cette période. Ouais. On vient le soir et on repart à midi. Voilà, c'est ça. On a resté presque 2 mois, on fait ça. Et après c'est bon, on a resté toute la journée et tout. Du coup, pourquoi en fait du coup ce basculement sur la stabilisation, qu'est-ce que ça permet? Ça a permis le non-épuisement des bénévoles, car on était très peu à le faire. Et aussi les veilleurs, il y a toujours eu un veilleur la nuit, pour en cas où il se passait quelque chose ou une situation compliquée, quelqu'un était présent sur les lieux. Et puis ça servait aussi aux familles ou aux personnes qui étaient hébergées ici, comme elle dit Rabeb. Là, en fait, tous les jours, il fallait qu'ils repartent à midi avec leurs affaires et ils zonent dans la rue. Enfin, il fallait qu'ils s'occupent jusqu'au soir où on rouvrait l'accueil. Et évidemment, pour eux, ça restait, même s'ils étaient hébergés la nuit, ça restait une situation compliquée. J'ajouterais en comparaison que, par exemple, le foyer Blanqui, donc il y a un foyer à Saint-Nazaire qui accueille des hommes seuls, fonctionne de cette manière. Et il faut savoir que régulièrement, nous on s'est retrouvés à héberger depuis quelque temps des hommes du foyer Blanqui qui justement ne voulaient plus rester au foyer Blanqui, même s'ils obtiennent une place par le 115, donc puisque ces places au foyer Blanqui passent par le 115, pour ces raisons. C'est-à-dire qu'en fait, les gens préfèrent encore finalement ne pas du tout prendre ce type d'hébergement. Enfin, pour certains, hein, je ne dis pas que c'est la majorité, mais nous, on a rencontré certains jeunes hommes qui préfèrent encore ne pas prendre cette place dans ce type de foyer que de devoir tous les jours arriver, repartir, reprendre leur barda, tuer les quelques heures, je ne sais pas comment, en zonant, en faisant toujours le même circuit en ville, au bord de mer et tout ça, jusqu'à ce que 19h, ils puissent rentrer se reposer. Et c'est pas comme ça qu'on avance dans ces démarches, en fait, dans ces démarches sociales, parce que quand on a besoin d'avancer dans ces démarches sociales, bah forcément, on a besoin de stabilité, d'être posé, de dormir, d'être reposé,
d'avoir un téléphone, d'organiser sa vie, quoi. Et personne n'arrive à organiser sa vie quand il vit à moitié dehors. Du coup, Angélique, tu parlais de structures sociales de l'EDS tout à l'heure qui avaient adressé du coup des personnes, qui avaient accompagné des personnes vers les maisons d'hébergement solidaires. Ça pose la question de comment vous êtes repéré au niveau du tissu associatif et on va dire des organisations du social à Saint-Nazaire, et comment en fait les personnes arrivent chez vous, comment elles vous sont adressées, comment ça fonctionne? Je pense qu'elles savent qu'on existe, mais qu'elles peuvent trop rien dire parce qu'elles n'ont pas trop, enfin elles n'ont rien le droit de dire d'ailleurs, elles sont bouclées, elles ont des protocoles à suivre, et donc pour eux, vu qu'ils n'ont pas de place et pas de chapeau magique, elles nous envoient les gens par leur biais. Et du coup, vous avez l'habitude de travailler avec des travailleurs sociaux qui sont... Oui, il n'y a pas que, il y a même le CCS qui nous les envoie, le Trait d'Union et la Fraternité. C'est des associations de Saint-Nazaire? Oui, c'est des associations de Saint-Nazaire. D'accord. Peut-être, je me posais la question un petit peu du fonctionnement. Quels sont les équipements des maisons en fait, parce que c'est vrai que pour les personnes là, les auditeurs et les auditrices qui écoutent, c'est vrai que là, on enregistre aux maisons, on est dans un bureau, on voit les jardins, mais c'est vrai que peut-être qu'ils ont du mal à s'imaginer à quoi ressemble cet endroit. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait décrire un petit peu le site et l'endroit et dire en fait à quoi ça ressemble, enfin tout simplement parce que qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons? Alors il y a 2 maisons, le 107 et le 109, boulevard Jean de Néman. C'est 2 maisons donc mitoyennes, 107, 109, avec les jardins. Alors au 109, il y a une cuisine, une véranda, une grande pièce commune qui fait salon, salle à manger. C'est une des pièces dans lesquelles on a fait des travaux. On a pété en fait une cloison pour agrandir cette pièce qui était petite au début, et en fait on a cassé la cloison qui communiquait avec le garage. Au premier étage, il y a 1, 2, 3, 4 chambres. 3 chambres et le bureau du veilleur transformé parfois en studio de radio. Et dans les combles qu'on a aménagés, isolés, fait des cloisons, tout ça, il y a 1, 2, 3 chambres et un palier commun où il y a des meubles pour ranger des affaires. Au 107, au rez-de-chaussée, il y a un espace free shop. Au premier, et une chambre, 2 chambres. 2 chambres. Au premier étage, il y a une cuisine et 2 chambres. Et pareil, là-haut, il y a eu aussi des travaux de fait dans les combles, où il y a 3 chambres qui ont pu être faites. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Bonne description. Avec des jardins, oui, ils jouent les petits et tout. Avec les chiens. Et une tente. Et une balançoire. Et un hamac. Et un potager. Et des poules. Calypso. Dixie. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez, il y a la bouffe qui arrive. Elle tombe du ciel. Comment qu'elle arrive, la bouffe? Qu'est-ce qui se passe? Sur ses petites jambes. Parce que il me semble qu'il y a une vingtaine de personnes hébergées. Du coup, j'imagine que ça fait pas mal de nourriture cuisinée dans les cuisines. Oui. Et cette nourriture, du coup, elle arrive d'où? Elle arrive de Leclerc. Elle arrive par un réseau de distribution alimentaire qui a été organisé par les frigos solidaires. Donc c'est une initiative d'une association qui s'appelle la Fraternité. Et donc ils ont organisé cette association.
elle a réuni différents acteurs du social pour organiser des distributions, donc des récup alimentaires auprès de supermarchés type Leclerc. Et ils organisent après un tour de distribution alimentaire chaque jour dans différents lieux qui reçoivent des personnes sans domicile afin qu'ils puissent les nourrir. Et le samedi, on va aussi chercher de la nourriture qui est là et récupérée par une autre association qui s'appelle RLS, Réveillons la Solidarité. Donc voilà, il y a un maillage total entre toutes les structures là, du social, qu'elles soient salariées, bénévoles. RLS, ils sont comme nous, ils n'ont pas de salariés par exemple. C'est que des bénévoles. Ils fonctionnent y compris sur un petit groupe de gens, H24. Bon voilà, Et ce qui est agréable, c'est de voir ça, quoi, que c'est possible aussi à un moment donné, quelles que soient les formes de structure qu'ont les gens, on ne perd pas le nord de l'objectif premier qui est se mobiliser pour les personnes qui en ont le plus besoin, qui n'ont rien, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de droit et qui se battent pour. On n'oublie pas le dimanche où vous faites le gâteau. Tous les bénévoles ils viennent à la maison, ils font des gâteaux le samedi l'après-midi. Et ils le vendent le dimanche pour qu'ils aident les hébergés ici. Tout ce qu'il a besoin. Ils le vendent où? Au marché. Ouais, ils le prennent au marché, ils le vendent. Des fois, ils font de citronnade aussi. Pour qu'ils le vendent, ils nous payent le ticket de transport. Le papier toilette. Ouais, le papier toilette aussi. Et c'est vendu à prix libre. Voilà. Oui, le prix libre fait partie de nos valeurs. Et aujourd'hui, je dis un truc, voilà, aujourd'hui, là, on est réunis parce que c'est les portes ouvertes. C'est les portes ouvertes des MHS. Donc, régulièrement, depuis qu'on a ouvert, je ne sais pas, c'est notre combien, 3e, 4e porte ouverte. Ça consiste, les portes ouvertes, à, on lance des invitations à la population, aux voisins, aux Nazériens, aux gens qui font partie. Voilà, les hébergés qui sont partis, comme nous. Voilà. Et on est là aujourd'hui. Exactement, les gens qui nous soutiennent, les associations qui font partie du collectif, toutes les assos avec qui on fonctionne, enfin les groupes, enfin les gens qui nous croisent au marché, enfin bon voilà. Et donc aujourd'hui c'était ça, c'était à quelques jours du procès, le besoin de mobiliser les gens, de continuer à faire vivre la dynamique qu'on fait vivre depuis 15 mois maintenant autour de l'accès aux droits des gens et des réquisitions citoyennes et de la question du logement. Et donc aujourd'hui, c'est repas, il y a des concerts, il y a des animations, il y a des émissions de radio. Et une exposition photo. Dis-nous en plus. Dis-nous en plus. Alors, c'est une exposition photo qu'on a effectuée à 5 personnes gilets jaunes, car notre histoire commence de là. Il y a 3 ans, on a ouvert une première MDP à Maupertuis, qu'on a perdu après l'ADA, l'Assemblée des Assemblées. Donc du coup, après, naîtra la deuxième MDP 2 rue Albert Demain. Et de là, vu qu'un an après, on s'est fait expulser un procès par la mairie, nous sommes aperçus, comme disait tout à l'heure Christelle, des personnes jeunes en errance ou autres personnes précaires qui avaient tellement beaucoup de situations en urgence. Donc c'est pour cela qu'on a ouvert ces 2 lieux. Donc c'est pour ça qu'on a fait une exposition photo, parce que tout cela représente un cheminement de 3 ans de lutte. Coupure technique. Il y a Flo en dessous là qui me demande quand est-ce qu'on descend pour lire le texte de l'expo, parce qu'il y a encore des gens, elle a peur qu'il n'y a plus de gens. Je vais faire une dernière question et après je ferai la transition si vous voulez. Je fais la dernière question sur le nombre de personnes, un petit peu le bilan vraiment, on va dire. Alors, je fais le clap. Attention. Clap. Voilà.
Donc, une dernière question là sur justement, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur justement Rabeb. Toi, là, vous avez trouvé, toi et ta famille, ce logement-là par le 115. Oui, Et du coup, vous faites partie des personnes qui sont passées aux maisons. Il y a sans doute pas mal de personnes il y a pas mal de personnes qui sont passées aux maisons. Et ça représente combien de personnes? Qu'est-ce qui a permis justement que des personnes comme toi, Rabeb, tu vois, enfin, trouvent quelque chose? Voilà, enfin, c'est un petit peu c'est quoi votre bilan là sur un an et 2 mois de fonctionnement des maisons Eh ben, en 14 mois, il y a eu 108 personnes hébergées. En 14 mois, il y a eu 108 personnes hébergées, hommes, femmes, enfants. Il y a des animaux aussi, je sais pas, je pense qu'il y a eu 13. 13 chiens précisément, et chiennes. Actuellement, il y a 21 personnes qui sont hébergées ici. Voilà, le compte est bon ou pas, je sais pas. C'est jamais un bon compte en fait. Et du coup, Rabeb, toi, tu parlais d'une famille qui a déjà trouvé un logement et qui revient régulièrement. Du coup, enfin, il y a des personnes qui ont réussi à trouver un logement. Enfin, Oui, parce que c'est des personnes qu'on a médiatisées et c'est une famille syrienne qui avait leur papier depuis. Enfin, ils ont les réfugiés qui ont leur papier pour 10 ans. Donc, ils prétendaient un logement silène qu'ils ont obtenu au bout de quelques mois et qu'ils ont eu au mois de septembre 2022. Non, septembre 2021. Il y a eu 2 familles comme ça. Il y a eu aussi une famille érythréenne, pareil, pour lesquelles qui étaient dans le même cas de figure que les Syriens, c'est-à-dire ils sont réfugiés. La loi prévoit pour eux un contingentement d'appartements social. Le contingentement n'est pas fait par l'assistante sociale ni la préfecture, et donc si les gens ne se mobilisent pas pour faire appliquer les droits, ça fonctionne pas. Il y a eu une dizaine d'autres personnes qui ont été relogées sur du logement pérenne ou sur du 115, entre 10 et 15 personnes comme ça, notamment des jeunes aussi qu'on a réussi à faire accéder à des dispositifs qui s'appellent l'entre-deux, enfin des dispositifs de mission locale et tout ça. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ce qui est assez terrible, c'est que nous, en 15 mois, ce qu'on s'est rendu compte de 2 choses graves. C'est-à-dire que l'État, les responsables politiques, que ce soit l'État ou les villes, se gardent bien de faire appliquer la loi, ne la font appliquer que quand les situations dramatiques sont mises en lumière et sont médiatisées. S'il n'y a pas cette médiatisation émotionnelle, le droit ne s'applique pas. De la même manière, ils se gardent bien de mettre les moyens nécessaires, de budgéter correctement et de créer des postes. Ça les arrange qu'il y ait plein de bénévoles qui fassent tout ce travail gratuitement, qui est normalement une mission de l'État. Je veux dire, on passe d'un État-providence à un État totalement qui abandonne sa population et les plus faibles. Et ça, c'est très très grave. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les travailleurs sociaux se retrouvent dans des situations où on ne leur donne tellement plus de moyens pour travailler qu'ils n'arrivent plus qu'à fonctionner avec leurs émotions eux aussi. Et s'ils ne sont pas touchés par une situation, eh ben c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent une issue grâce à l'émotion. Et ça me fait penser à quand il y avait eu la crise des réfugiés, il y a quelques années en arrière. Je vous rappelle une image, cet enfant de 3 ans mort dans le sable, dont Libération fera une photo pleine page. Et parce qu'il y a la photo de cet enfant de 3 ans mort sur une plage, alors la question des réfugiés a été prise en compte par le politique. Et en plus, n'a pas été prise en compte de manière sérieuse, puisque ça a été une mascarade médiatique où, oui, on fait des grands effets d'annonce, et puis quelques mois après, hop, il n'y a plus rien de nouveau.
Et donc voilà, c'est contre ça aussi qu'on lutte, et c'est pour ça aussi qu'on s'organise avec d'autres associations, d'autres structures, et qu'on essaye de faire savoir tout ça sur l'espace public, parce qu'on a besoin que la population dénonce ces choses-là avec nous, parce que voilà, c'est le droit, quoi. Et là où on voit vraiment que cette question d'hébergement, c'est une histoire de volonté politique. Il y a des villes, je pense notamment à Rennes, qui mettent à disposition les locaux de la ville qui sont vides pour héberger des migrants, entre autres. Donc voilà, Saint-Nazaire, Monsieur Samzin, il pourrait le faire aussi. Et dans toutes les villes en France où ça se passe pas, en fait, c'est faisable. Arrêtons, il y a plus de logements vides que de personnes à la rue. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et on rappelle qu'il y a 3276 logements vacants à Saint-Nazaire. Les chiffres sont sortis par l'INSEE, je crois. C'est le chiffre de 2018, ouais, c'est ça. Et nous, bénévolement, si on ne serait pas là socialement pour les personnes, ils n'arriveraient pas parce qu'il leur faut un coup de pouce et il faut qu'on soit là pour appuyer la demande ou des fois même crier un petit peu plus haut et plus fort. Oui. Moi, Angélique, elle a raison sur ça, de le souligner, parce que s'il n'y a pas de témoins présents aux côtés des gens en demande, eh ben, bien souvent, leurs demandes, elles sont méprisées. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Et c'est aussi un souci parce qu'il ne faut pas croire que quand on fait ça bénévolement, on n'est pas impacté. Il ne faut pas croire que quand tu fais ce genre de travail le soir, tu n'es pas comme n'importe quel travailleur social payé, que tu dors bien, que tu arrives à t'endormir tranquille, que tu ne penses pas aux gens. Enfin voilà, en fait... À cause de nous, hein, à cause des... Pas à cause de vous. Non, c'est pas à cause de vous. On... C'est pas à cause des gens, ça. On raconte notre problème et... Non, c'est par rapport à tout ce qui est social, tout ce qui n'est pas fait politiquement et en haut par le gouvernement. Merci. Super, merci beaucoup à vous, vous quatre. Merci à nos kitos. C'est plaisir, c'est plaisir. Merci beaucoup, franchement. Enfin, je vous remercie tous les bénévoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, pour ma famille. Et grâce à eux, voilà, je suis là aujourd'hui. Et que le 115, voilà, enfin, ils ont m'appelé. Parce que c'est toujours les bénévoles qui font de mails à eux aussi. Et je vous remercie beaucoup. Et on lâche rien. Oui. Oui.